Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Dans cet épisode, comment réconcilier les Français avec les énergies renouvelables ? Un débat animé par Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint d'Alternatives économiques. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette session qu'on a intitulée « Comment réconcilier les Français avec les énergies renouvelables ». Je ne sais pas si on a très bien choisi le titre. Je ne sais pas si les Français sont vraiment fâchés avec les énergies renouvelables. Bon, c'est vous qui le direz peut-être ou pas en interpellant nos invités, en échangeant. On se gardera une demi-heure d'échange après que nos invités soient intervenus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les ENR, c'est un sujet qui fâche et c'est un sujet qui bloque. Alors, bien sûr, pas toutes les énergies renouvelables. On se bagarre pas tellement sur l'hydraulique, on se bagarre pas tellement sur la géothermie ou le solaire de toiture, mais tout ça, c'est un potentiel qui fait pas complètement le job par rapport à notre sujet énergie-climat. Par contre, ça tape beaucoup sur l'éolien terrestre, sur l'éolien marin, sur les centrales photovoltaïques au sol, sur les méthaniseurs qui feront pas le job non plus à eux tout seuls, mais qui sont quand même stratégiques si on veut sortir rapidement des fossiles. Mais ce sont des machins qui se voient dans le paysage, entre autres, qui sont appelés à être disséminés dans les paysages, à la différence de nos bonnes vieilles centrales nucléaires. Et aujourd'hui, ces ENR qui fâchent sont à ce point attaqués que ça gèle complètement la politique énergie-climat. Ça fait pas loin de 4 ans qu'on discute de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 années qui viennent, 2025 à 2035. Et c'est tout, le décret PPE 3 est toujours pas paru à l'heure où on se parle pour des questions d'opposition politique. Alors question, si on développe pas massivement ces ENR qui fâchent, peut-on réussir la transition ? Ça, c'est la question de l'opportunité. Et si on arrive à lever cette question de l'opportunité, il y a ensuite la question de l'acceptabilité. À quelles conditions ces projets, on les veut. Alors pour discuter de ces deux questions dans la question, on a le plaisir d'avoir avec nous, de ma gauche, de votre droite, à votre gauche, Simon Poppy, qui est président de France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, et pas co-directeur, comme c'est indiqué dans vos papiers. Vous êtes écologue, docteur en biologie, ingénieur forestier, et concernant le sujet qui nous occupe, votre organisation a gagné en avril dernier un procès au pénal contre EDF, qui exploite un parc éolien contesté dans la région de Montpellier, sur les Causses, et qui est à l'origine de la destruction de nombreuses espèces protégées. Donc on en parlera. Juste à côté de moi, Béatrice Delpech, donc, qui est directrice générale adjointe d'Enercop, coopérative d'électricité renouvelable que vous connaissez bien au JEA, donc qui nous permet de consommer, d'être des acteurs d'une électricité 100% renouvelable, 100% locale, 100% citoyenne. Enfin, c'est ce que vous dites, en tout cas. Mais ça a l'air. Mais voilà. Et Alter Eco, on est client d'ailleurs. Stéphane Is, consultant sur les questions énergétiques, président d'Énergie Renouvelable pour tous, qui est une association née en réaction au backlash dont les ENR sont l'objet et qui joue un rôle d'information du public et de plaidoyer auprès des décideurs politiques. Jean-Louis Ball, vous êtes président d'Agir pour le climat, donc association cofondée avec Jean Jouzel, ancien directeur des énergies renouvelables à l'ADEME, ancien président du syndicat des énergies renouvelables, qui est un peu le lobby des industriels du secteur. Et j'oublie Christelle Sauvage, parce que les renouvelables, c'est pas n'importe où. C'est la question du
du parc d'Aumelas. On n'a pas envie de les voir n'importe où, mais on n'a pas envie de les voir non plus avec n'importe qui, n'importe comment. Et une condition d'acceptabilité des projets, c'est leur ancrage territorial, c'est leur gouvernance. Et ça, c'est quelque chose dont vous nous parlerez avec l'expérience du parc éolien citoyen, les Ailes des Crêtes, dans les Ardennes, dont vous êtes la présidente. Alors, si on pose la question comment réconcilier les Français avec les ENR, ça sous-entend que les Français sont fâchés avec ça. Est-ce que c'est si vrai que ça? Qui veut répondre? Béatrice? Oui. Allez-y. Est-ce que les Français sont vraiment fâchés avec les ENR? Comment? Ah ouais, il faut en ouvrir 2 ou que je parle plus fort. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, c'est mieux. Est-ce que les Français sont fâchés avec les énergies renouvelables? Chez Enercop, on est persuadé que non. Et quand je dis chez Enercop, c'est pas simplement dans notre petit microcosme militant, c'est parce qu'on regarde l'évolution des opinions des Français. On les regarde parce que ces opinions sur la question des énergies renouvelables, elles sont testées depuis plus de 10 ans avec des résultats qui sont très stables depuis 10 ans. Et j'ai envie de m'attarder, quel que soit d'ailleurs le sondeur qui réalise le sondage et quel que soit le commanditaire de ce sondage, on a globalement des Français qui sont plutôt favorables aux énergies renouvelables. J'ai envie de m'arrêter un peu sur la dernière en date, qui est une étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, réalisée par l'IFOP à la demande d'Engie et qui est intéressante à plusieurs égards. Au premier titre, elle est intéressante parce qu'elle a interrogé 12 000 Français, c'est un panel très large, plus large que ce qu'on interroge d'habitude. Et le résultat montre que 84% des Français ont une opinion favorable des énergies renouvelables et seulement 10% en ont une opinion défavorable. Au milieu, il y a 6% de gens qui ne se prononcent pas trop. Mais 84% de gens qui ont une opinion favorable, c'est quelque chose. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans le détail de cette enquête. Et plusieurs choses sautent aux yeux. La première chose qui saute aux yeux, c'est que les Français qui habitent à proximité de parcs éoliens ou photovoltaïques ne sont pas plus défavorables que les autres. Deuxième chose, ça se vérifie y compris dans des zones rurales qui sont plus densément équipées que d'autres. Je pense notamment aux Hauts-de-France ou au centre Val-de-Loire, où les Français n'ont pas une opinion plus défavorable que les autres sur ces parcs photovoltaïques ou éoliens. La troisième chose qui est assez intéressante, c'est que 64% des Français qui sont favorables au nucléaire sont également favorables aux énergies renouvelables. Ça, c'est pas inintéressant. Et puis ma petite préférée, c'est que 2/3 des électeurs du Rassemblement national ont une opinion favorable vis-à-vis des énergies renouvelables. Et alors ça, c'est très intéressant parce que ça, je trouve que ça met le doigt sur le fait qu'il y a une instrumentalisation politique de la question des renouvelables qui est notamment orchestrée par une partie de la droite et l'extrême droite, mais qui ne rencontre pas forcément l'opinion des électeurs, qui font preuve d'un plus grand réalisme énergétique, j'ai envie de dire. Et en fait, les électeurs et les électrices, quel que soit le bulletin de vote qu'ils glissent dans l'urne, ils ne sont pas complètement étrangers à la société dans laquelle ils habitent. Et ils voient bien 3 priorités qu'ils citent dans cette étude Jean Jaurès, IFOP, Engie, qui sont d'une part la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, d'autre part la nécessité d'assurer une souveraineté énergétique nationale, et enfin le petit bonus plus de pouvoir créer des emplois locaux. Et toutes ces raisons-là concourent au fait que les Français ont généralement une bonne opinion des énergies renouvelables. Et encore une fois, ça fait 10 ans qu'on a des enquêtes du même topo. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment très vaste, mais ça fait plus de 10 ans qu'on a des enquêtes qui nous le répètent année après année. Donc je dirais que non, les Français ne sont pas fâchés avec les énergies renouvelables. En revanche, oui, vraisemblablement, une partie de la classe politique a l'air de l'être. Les autres, vous avez envie de compléter, de réagir? Parce qu'on peut, du coup, il plane. C'est quoi, du coup, la motivation? Comment on peut comprendre ce hiatus entre des électeurs droite, extrême droite, qui ne sont pas complètement opposés? Alors attention, les électeurs Rassemblement national sont quand même moins favorables. Oui, d'accord. Il y en a 2 sur 3, mais néanmoins, ils sont plus pragmatiques, ils regardent la réalité concrète. En fait, on peut être électeur du Rassemblement national et être quand même préoccupé par le dérèglement climatique, par exemple. Et du côté des responsables politiques, pourquoi est-ce qu'il y a cette instrumentalisation à l'extrême droite? Peut-être parce que c'est un message facile à porter, être contre, c'est assez facile. Peut-être parce qu'il y a une forme de technosolutionnisme qui est très fortement représentée dans cette partie de l'élite politique. Je sais pas, plusieurs pistes d'expression. Je crois que Stéphane a envie de... Oui, vous m'entendez bien? En fait, Béatrice a déjà presque tout dit.
Donc, je n'ai pas ajouté grand-chose, si ce n'est que même si les riverains de parcs éoliens ou photovoltaïques sont plus favorables, beaucoup plus favorables que la moyenne des Français, ça ne veut pas dire pour autant que quand on monte un nouveau projet, il n'y aura pas de contestation, qu'il n'y aura pas de recours. Moi, j'ai quand même quelques expériences de terrain, comme on dit. J'ai participé à beaucoup et encore récemment, à beaucoup de réunions publiques autour de projets éoliens notamment, hein, mais pas seulement. Et de la contestation locale autour de nouveaux futurs projets, on ne peut pas les éviter. Enfin, sauf si le projet est bien monté. Je pense que Christelle va revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les opposants qui se manifestent localement le font avec des méthodes que je qualifierais volontiers de brutales, et ils se font beaucoup entendre. J'ai récemment été dans une réunion publique en Dordogne, un petit village de 45 habitants. La population locale était très désireuse d'apprendre sur le projet, mais une série de maires des environs qui étaient opposés à tout projet de développement de l'éolien en Dordogne ont tellement fait de chahut qu'on a pu parler à peu près 30 secondes. Et le résultat, c'est qu'on pourrait se dire, dans ce village, il y a une opposition à l'éolien. Mais non, il n'y a pas d'opposition à l'éolien. Il y a des mouvements qui sont extrêmement organisés et qui ont des méthodes politiquement condamnables. Hein. Et je voudrais ensuite revenir sur ce que Béatrice a dit à propos de la classe politique. Il y a effectivement une grande partie des élus nationaux du RN et de LR qui sont franchement opposés à l'éolien, mais aussi au photovoltaïque. Et pour moi, il y a une explication assez fondamentale et qui date d'il y a 2-3 ans. C'est l'agissement d'une partie du lobby nucléaire. Il faut être clair là-dessus. Il y a 3 ans, on était arrivé à peu près à un consensus suite aux différents scénarios de l'ADEME, de RTE, sur le fait qu'il y avait une complémentarité entre l'éolien, entre les renouvelables électriques et le nucléaire, et le scénario qui semblait idéal, c'était d'arriver en 2050 à 50% de renouvelables et 50% de nucléaire, et avec une électrification des usages. C'était bien là. Et depuis quelques années, il y a une réaction très forte de toute une série de représentants du lobby nucléaire qui peut se payer des pages entières de publicité dans les journaux. Et donc, moi, je pense que derrière l'attitude du RN, qui ne reflète pas l'opinion de ses électeurs, il y a cette partie du lobby nucléaire. Merci Jean-Louis. Sur cette question juste de l'opinion, est-ce que Simon Poppy, vous voulez réagir, compléter voilà, par rapport au paysage global qui vient d'être présenté? Oui. Alors, nous, à France Nature Environnement, on n'est pas fâchés contre les énergies renouvelables. On est fâchés avec certains projets, avec certaines entreprises, parfois localement avec l'État pour diverses raisons, manque de contrôle de légalité ou d'autres raisons, manque de cadrage, manque de planification. Donc on peut ne pas être fâché contre les énergies renouvelables, mais être quand même dans une attitude critique vis-à-vis des énergies renouvelables. Et quand j'entends systématiquement dire les opposants ci, les opposants ça, moi ça me convient pas en fait d'être mis dans une boîte avec tous les opposants, y compris éventuellement assimilés à l'extrême droite ou des choses comme ça. Nous, on ne se considère pas du tout comme étant des opposants aux énergies renouvelables. FNE, depuis historiquement, a toujours été pour la sortie du nucléaire. On défend le scénario négawatt.
On a un réseau énergie qui se bat partout dans les territoires pour le développement des énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas avoir une critique sur certains projets. Et effectivement, on en reparlera après, mais il y a des projets qui peuvent poser problème. Donc, juste, je plaide pour qu'on fasse preuve d'un peu plus de nuance quand on parle des oppositions à des projets d'énergie renouvelable. Je vous accorde que moi-même, je vois des pratiques qui peuvent être, qui ne sont pas les nôtres. Nous, quand vous parlez de méthode brutale, nous, à France Nature Environnement, on est pour la non-violence. On va éventuellement devant les tribunaux, on utilise des outils de la démocratie. Et avant d'aller dans les tribunaux, en général, on participe aux concertations, on participe aux enquêtes publiques, on fait remonter nos doléances. Quand on n'est pas écouté, effectivement, dans certains cas, on est obligé d'aller au contentieux, mais on n'est pas du tout dans cette caricature d'opposition brutale. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Merci beaucoup. On a parlé un peu de la question des scénarios. Est-ce que dans cette opposition qui vient de partis politiques, de la droite ou de certains lobbies, est-ce qu'il y a quand même des choses un peu fondées dans tous les arguments qu'on entend contre les ENR et en particulier les ENR électriques, quand on a l'argument selon lequel on a déjà une électricité grâce au nucléaire décarbonée à 95%, donc pas la peine d'en faire plus sur les ENR, ou alors développons le nucléaire, on va s'en sortir, ou alors inversement, faisons de la sobriété, ça ira, on n'a pas besoin de faire des éoliennes, ou alors ceux qui disent il faut faire les deux, il faut faire et de la sobriété et du nucléaire à fond et on se passera des éoliennes. Enfin, que finalement, est-ce que ça... Quelle est la validité de ces arguments et est-ce qu'on peut faire sans ou est-ce que c'est absolument nécessaire? Stéphane Is, ouais. Qu'est-ce que... Ouais, par rapport à l'objectif de décarbonation, en supposant qu'on soit tous d'accord. En fait, je vais juste un moment revenir sur l'opinion. Il y a deux choses aussi qui sont importantes. Nous, on a fait, l'association Énergie Renouvelable pour tous, on a fait un sondage un peu particulier sur les élus qui avaient développé des parcs d'énergie renouvelable. Et ces élus eux-mêmes, en général, une fois qu'ils en ont, ils en veulent encore. Donc, il n'y a pas parce qu'on a des parcs d'énergie renouvelable, on n'en veut plus. Non. Enfin, une fois que ça se passe bien, les expériences ont plutôt tendance à se multiplier, etc. Et sur la question aussi de l'opinion, et j'oublie pas ton point après, sur la question de l'opinion aussi, on a tendance effectivement à beaucoup focuser ou avoir la focale sur ce qui se passe à droite, mais parfois aussi, un peu de l'autre côté, je ne sais pas si on peut parler de la gauche, etc., mais il y a aussi des gens qui attaquent les énergies renouvelables, dans le sens où, comme on est dans une phase de massification un peu d'énergie renouvelable, ça devient des infrastructures d'énergie, parfois lourdes. Et donc, il y a un certain nombre de projets ou un certain nombre de personnes qui rejettent, mais qui viennent plus de la sphère environnementale, qui disent non, on veut plus de solaire au sol, on veut pas d'éolien en mer, on veut pas des gros projets, etc., etc. Parfois à tort, parfois à raison. Mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui rejette, il y a aussi parfois une autre partie du panel politique. En ce qui concerne donc effectivement les scénarios, globalement, la vision qu'il faut avoir, c'est que le consensus ou compromis qu'a évoqué Jean-Louis sur énergie renouvelable et nucléaire, il s'est bâti sur le fait qu'on allait avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et donc, chacun a compris dans cette croissance de la demande d'électricité, le nucléaire, grosso modo, la capacité d'électricité du parc nucléaire allait rester inchangée, avec la disparition des vieux réacteurs et un renouvellement quelque part naturel de la puissance nucléaire. Et de l'autre côté, la croissance de la demande allait être assurée par l'installation de nouvelles énergies renouvelables plus ou moins distribuées. Et en fait, dans la réalité, ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de tensions, c'est que la demande d'électricité, elle reste atone. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de consommation d'électricité des années 2005-2010 et avec peu de décollage. Et donc, cette consommation d'électricité qui est devenue quasiment un marqueur en fait du fait que la France rentre vraiment dans une sorte de transition énergétique au sens où on déplace des usages d'énergie fossile par de la consommation d'électricité. Le secteur que tout le monde a en tête souvent sur ces questions-là, c'est
le secteur des transports individuels, mais il peut y avoir aussi, par exemple, avec la voiture électrique, mais les pompes à chaleur qui remplaceraient les chaudières au gaz est un autre exemple. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, cette dynamique-là, même si elle est enclenchée, puisqu'on voit quand même des voitures électriques qui se vendent de plus en plus, elle ne va pas assez vite, en fait. Et du coup, il y a une grande partie de la consommation électrique qui baisse naturellement parce qu'on fait des gains en efficacité énergétique. Il y a eu des conséquences de la crise 2021-22 où les prix de l'électricité ont explosé et donc les gens se sont habitués à serrer la vis pour la consommation d'électricité pour pas avoir des factures trop importantes. Et tout ça fait que, en fait, in fine, du coup, dans ce marché électrique qui est très tendu, et du coup, la sphère nucléaire, elle protège son précaré et ses parts de marché. Elle veut absolument pas céder un pouce de ce qu'elle a acquis et voire éventuellement monter. Et du coup, les énergies renouvelables, elles sont en otage quelque part de cette transition énergétique qui n'est pas tout à fait enclenchée, quoi. Et ma question, c'était, est-ce que notre objectif, c'est d'être zéro émission nette en 2050, ça veut dire effectivement agir sur le levier de nos consommations d'énergie, beaucoup, via l'électrification, tu en as parlé, mais aussi développer l'offre d'électricité, électrifier. Est-ce que ça, on arrive à le faire sans développer ces technologies qui nous embêtent? Alors peut-être... à l'échéance, en tout cas, c'est sûr qu'à l'échéance 2050... Jean-Louis, peut-être sur les scénarios. Ouais. Est-ce qu'on peut faire sans un déploiement massif de l'éolien Sur le très court terme, oui, puisque comme vient de le signaler Stéphane, la croissance des consommations en électricité, la croissance est pratiquement nulle. Mais on remarque quand même qu'il y a un décollage de la vente de véhicules électriques en France, mais dans toute l'Europe. Donc c'est quelque chose qui va changer dans les prochaines années. Maintenant, ça dépend beaucoup de la politique de l'État pour encourager cette électrification. Cette électrification, elle est faite notamment avec le développement de pompes à chaleur dans la rénovation énergétique des logements, enfin des bâtiments de façon générale. Et depuis 2 ans, il faut bien reconnaître qu'on a connu une politique de stop and go de la part de l'État. On met des subventions, on les arrête quand ça marche trop bien, on les relance quelques mois après. Les consommateurs, les professionnels du secteur ne s'y retrouvent plus. Il n'y a plus aucune visibilité. Et donc, il serait temps que l'État, au travers de ses différents bras armés comme l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ait une politique stable sur les aides que l'on procure aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs. Et à cette condition-là, on pourra avoir un développement de la pompe à chaleur dans l'habitat, mais qu'il ne faudra jamais oublier que l'habitat, si on veut le rénover, il faut le faire de façon globale et performante. Donc, on ne met pas simplement une pompe à chaleur, sinon on va engendrer des pics de consommation d'électricité qui vont avoir des répercussions très dommageables sur le réseau ensuite. Il faut d'abord isoler, il faut rendre l'habitat très performant avant d'installer des pompes à chaleur. Même chose dans l'industrie, parce que c'est les 3 grands secteurs d'électrification. Stéphane l'a dit, c'est la mobilité. Alors la mobilité, c'est pas uniquement le véhicule électrique. Vous avez un bel exemple de ce qu'il faut faire ici à Dijon, avec le tram qui a été installé, qui est une merveille. Mais il y a également l'industrie, sur lesquelles il y a beaucoup d'usages très énergivores dans l'industrie qui pourraient être substitués par de l'électricité. Et là aussi, il y a des mécanismes d'incitation pour les industriels, mais qui ne doivent pas changer tous les 6 mois. Donc voilà, il faut
il faut mettre l'accent sur l'électrification des usages et de façon pérenne et cohérente. Je reviens un tout petit peu sur la question de l'acceptabilité. Pour moi, les associations de protection de l'environnement, je ne les inclus pas dans la brutalité des méthodes. J'ai le plus grand respect pour FNE notamment, mais aussi beaucoup d'autres associations comme la LPO. On pourra se bagarrer à la sortie. Oui, moi j'ai envie en 3 points peut-être. Le premier point que j'ai envie de faire un petit point de français, un petit point de mathématiques. Le deuxième point que j'ai envie d'amener, c'est une question d'urgence. Et le troisième point que j'ai envie d'amener, c'est une question de coût. Alors, je vais commencer par ce petit point de français et ce petit point de mathématiques. Ça m'a fait marrer cette question. Est-ce qu'on pourrait faire de la sobriété et du nucléaire? J'ai oublié comment s'appelle cette figure de style, mais c'est clairement une obscure clarté. Faire de la sobriété et du nucléaire, ça ne marche pas. Comment ça s'appelle cette figure de style? Ça s'appelle une bande dessinée qui s'appelle... Non, mais il y a le nom de cette... Une oxymore, merci, c'est un oxymore. Donc, voilà, on est dans l'oxymore complet. Tout l'imaginaire du nucléaire, c'est bien de dire qu'il n'y a pas de limite, que nous sommes en pleine capacité d'être en ébriété énergétique complète. Donc sobriété et nucléaire, ça c'est vraiment du délire total. Mon petit point... Ça fait 1 million de ventes pour la BD de Jean-Marc Jancovici. Oui, ça n'est pas la BD la plus vendue, c'est le livre le plus vendu de l'année 2023, ce qui peut poser des tas de questions. Ça, c'était mon petit point de français. Mon petit point de mathématiques, c'est est-ce qu'on peut atteindre la décarbonation? Certes, mais en mathématiques, on dirait que la décarbonation, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. En face des enjeux de dérèglement climatique, il faut décarboner, mais ça ne suffit pas. Donc ça ne peut pas être le primat total et l'objectif unique que l'on se fixe. Ça, c'était pour le petit point français maths. J'ai un deuxième petit point sur l'urgence. Il y a urgence. On tergiverse, on a bien dit, en France, ça fait 4 ans qu'on discute d'un plan qui devrait déjà être en vigueur. Il y a des revirements politiques, on change d'avis tous les 4 matins. Et là, le mur se rapproche, il faut agir rapidement. Je pense que c'est important de garder en tête quelques petites données intéressantes. L'EPR de Flamanville, il est sorti avec 12 ans de retard et un budget multiplié par 7. Dans le même temps, on construisait un EPR en Chine qui est sorti avec 5 ans de retard, bel effort, et un surcoût de 60%. Et en Finlande, un autre EPR, toujours construit par la France, qui est sorti avec 13 ans de retard et qui a conduit tout simplement à la faillite d'Areva. On peut se dire que le nucléaire va sauver tous nos problèmes. À titre personnel, je suis évidemment convaincue que c'est complètement faux. Mais de toute manière, l'histoire de la construction récente des EPR montre que ça va peut-être solutionner un peu des questions d'approvisionnement, mais dans longtemps. Ça va pas venir demain ou après-demain. Ou après-demain, l'énergie disponible de ces nouveaux réacteurs, elle est pour dans longtemps. J'ai commencé un petit peu à lier avec mon point sur le coût. Par ailleurs, on sait que c'est des coûts qu'on ne maîtrise pas et qui s'envolent. Alors vous allez me dire, les nouveaux réacteurs, c'est pas les EPR, ils coûteront moins cher. Néanmoins, je vous invite à lire le rapport de RTE qui date de 2021 sur les futurs énergétiques 2050. Dans ce rapport, RTE, qui ne prenait pas en compte tous ces surcoûts nucléaires du passé, disait que un scénario électrique 100% renouvelable en France ne coûterait pas plus d'argent que la relance du nucléaire. 100% électrique sans relance du nucléaire. Et ça ne prend pas en compte tous les dépassements budgétaires qu'on a connus dans la relance du nucléaire. Donc il y a quand même aussi une petite question de quel pognon de dingue ça coûte et où est-ce qu'il coûte. Et enfin, mon dernier point, alors ça, vous allez tout de suite pouvoir me dire que ça dépend des périodes, mais typiquement, c'est cyclique. On n'arrête pas de dire que l'énergie renouvelable est sursubventionnée. Certes, mais quand les prix de l'électricité sont hauts, ce sont des recettes pour l'État et non pas des dépenses, parce que selon les mécanismes de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, si les prix sont plus chers, les producteurs reversent le surplus. Et donc, qui a financé le bouclier tarifaire qui s'est appliqué en 2022-2023 ? Ce sont les énergies renouvelables. L'argent qui a permis de financer ce bouclier tarifaire vient des énergies renouvelables. Ce bouclier tarifaire était un non-sens en termes d'équité sociale, puisqu'il a profité exactement de la même manière à Vincent Bolloré et Patrice Pouyanné qu'à une mère célibataire dans un logement énergétique. Donc, vous pourrez questionner l'efficacité de la mesure. En attendant, l'argent qui a été déployé pour financer ce bouclier tarifaire, il venait des énergies renouvelables.
Bon, moi, vous m'avez tous convaincu sur le fait qu'il faut développer, électrifier, je vais vous donner la parole, qu'il faut électrifier les usages et qu'il faut développer donc pompe à chaleur et pas n'importe quelle condition, isolation, blablabla, qu'il faut développer les ENR. Mais quels ENR? Moi, je suis agriculteur, membre de la Confédération paysanne. Je dis, j'ai pas envie d'avoir des panneaux solaires dans les champs. Du coup, est-ce que les technologies solaires de toiture, hydrolien, ça fait le job, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de faire massivement des panneaux solaires dans les champs? Je suis propriétaire d'un château, j'ai pas envie d'avoir une éolienne en face de mes fenêtres. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que ça, il faut y répondre aussi? Est-ce que le modèle il fonctionne est-ce qu'on peut s'en passer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'en passer de ces trucs. Voilà. Je crois qu'on a bien compris, on est bien d'accord sur le bien fondé des énergies renouvelables et sur l'absurdité de s'entêter sur le nucléaire. Mais alors du coup, le titre réconcilier, ça veut dire qu'il y a eu fâcherie. Et donc là, moi, je vais rentrer peut-être un petit peu dans la difficulté de dire, bah oui, il y a des gens qui sont fâchés, et moi, je trouve qu'ils sont fâchés à raison, en fait. Et il faudrait savoir pourquoi. Et pourquoi aujourd'hui, il faut les réconcilier. Et ben, en fait, il faut interroger, je crois, le comment. Et donc c'est peut-être là que je peux témoigner aussi de la façon de notre façon de travailler, comment on a fait pour faire aboutir ce parc, qui a été un véritable laboratoire. Donc je témoigne de ce parc éolien, pardon, j'essaie de crier, mais il est loin, je suis petite, de ce parc donc qui est un véritable laboratoire, hein, donc qui est le produit d'un long processus d'appropriation locale du sujet, mais du sujet global. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de il va y avoir un parc éolien, voilà, c'est non. On est dans un territoire, on a des ressources. Parmi ces ressources, il y a du vent. Le vent, c'est un bien commun. Et exploiter ce vent, c'est mettre des éoliennes, c'est de l'aménagement du territoire. Donc ça concerne en premier lieu les gens du territoire, qui sont à peu près qui sont quand même un peu globalement les propriétaires de ce bien commun qui est au-dessus de leur tête, qui sont aussi dans ce qui y vivent, et c'est leur paysage, et c'est leur lieu de vie, mais ce sont aussi des consommateurs. Et donc, il y a eu un gros travail en amont de réflexion sur, finalement, qu'est-ce qu'on consomme, c'est quoi nos besoins, comment on y répond. Est-ce qu'on plante une grosse centrale nucléaire au milieu du territoire, et puis basta, enfin voilà, bon, je caricature mais voilà. Donc, il y a eu tout un travail d'acculturation à la problématique, finalement, de la question énergétique en amont, avec quand même en ligne, en objectif, il y a l'éolien qui arrive, on peut en faire des choses, mais qu'est-ce qu'on va faire dans notre territoire? Et là, moi, je vous renvoie aux travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Hein. Quand vous mettez des gens et que vous leur donnez du temps, vous leur donnez les éléments de réflexion et que vous leur donnez un peu des clés de compréhension, ils trouvent aussi des solutions, ils font des propositions et ça donne des choses, moi, je trouve très intelligentes. Donc, ce travail en amont a abouti à la décision collective, acceptée, concertée très largement. Et c'est là que je voudrais aussi préciser la façon de travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas été que dans le territoire. On a fait venir pour ces travaux-là paysagistes, architectes du patrimoine, les associations de l'environnement, donc l'association locale de France Nature Environnement. Enfin, on a mis autour de la table un petit peu toutes les parties prenantes qui avaient des choses à dire sur ce sujet-là d'aménagement du territoire et de transition énergétique. Donc il y a eu un gros travail aussi d'échange de compréhension, de regard. Enfin, moi, j'ai découvert des choses incroyables sur la façon de lire les paysages, etc. Enfin, et tout ça s'est croisé, ça a abouti à une proposition de l'éolien. Il y en aurait là, il n'y en aurait pas là. Oui, là, ça marche pas. Enfin, en fait, ça aboutit à une espèce de planification territoriale. Le tout accompagné par l'ADEME, hein, je le signale quand même, parce que ce boulot-là, c'est quand même pas anodin, et il faut quand même le piloter et le tenir dans la durée. Et ensuite, à partir du moment où on décide de faire ça, et où on décide aussi de le maîtriser localement, c'est nos vents, ça va être nos éoliennes, donc investissement 100% citoyen. Donc ça aboutit à quoi? Un projet de 3 éoliennes. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, parce qu'on a passé de temps, mais bon, 3 éoliennes, un véritable labo. Bon, on connaît tous le circuit court de l'alimentation, l'agriculture, consommateur, tac, direct. Mais là, on voulait faire aussi ça, ce circuit court de l'électricité. Finalement, on a besoin d'électricité, on met des éoliennes dans nos territoires. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas consommer directement, faire ce lien? Donc là, on s'est tourné vers Enercop, qui était le fournisseur qui travaillait en contrat direct avec des producteurs. Donc voilà, vente à Enercop. Donc déjà,
parc 100% citoyen, vente à Enercop. Et puis, comme on n'avait pas à rougir de ce qu'on faisait, que considérait qu'on n'allait pas les léguer aux générations futures des fardeaux, des dettes et de la pollution, qu'on était assez fiers de ce qu'on était en train de faire, on avait aussi décidé de dédier une éolienne aux enfants. Donc, de faire rentrer des enfants dans ce projet. Parce qu'on se disait, si dans 25-30 ans, ils en ont ras-le-bol, ils n'auront pas trop de mal à s'en débarrasser. S'il y a d'autres solutions ultra géniales, c'est quand même pas une affaire de se débarrasser de 3 éoliennes, alors que se débarrasser d'une centrale nucléaire, aujourd'hui, on ne sait toujours pas faire. Voilà. Donc, un vrai petit labo. Et pourquoi on a pu faire aussi toutes ces expérimentations-là? C'est parce qu'on avait la main. On décidait. C'était notre parc éolien. Donc, on a pu le maîtriser. Donc, voilà. Pour autant, alors là, ça a vraiment généré un engouement. Donc, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont investi, des entreprises aussi, des entreprises du coin. Ils disaient, tiens, moi, je suis une Syrie, notamment, moi, je consomme beaucoup d'électricité. Faut peut-être un peu que je me responsabilise par rapport à ça. Donc, des personnes physiques, des entreprises, les collectivités, bien évidemment, une trentaine. Voilà. Et puis, ouais, super. Mais moi, je peux témoigner aujourd'hui qu'il y a de l'opposition qui est quand même arrivée dans ce territoire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce travail fait en amont, qui a produit aussi des textes qui ont été validés politiquement, administrativement avec les ZDE, donc la planification du territoire des crêtes, pour le nommer, les ZDE, donc la cité carbone, voilà, tout ça, ça s'est traduit. Et tout ça, en fait, petit à petit, ça a été balayé d'un revers de main, ça a été détricoté. Donc, c'est les changements réglementaires. Tous les 4 matins, on change les règles du jeu, voilà. Et aujourd'hui, même tout près de ce parc-là, il y a un développeur qui vient d'on ne sait pas où, qui propose une extension de 12 machines. J'adore le concept. Nous, on a mis 3 petites machines. Lui, il fait une extension de notre projet avec 12 machines. Génial. Forcément, les gens ne sont pas contents. Puis moi non plus, sincèrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lac pas loin, il y a une sensibilité avifaune qu'on avait repérée. Enfin, voilà. Et là, les gens, ils sont fâchés. Ils disent, on nous prend pour des andouilles. On nous a impliqués, associés, on a défini ce qu'on voulait, on a compris qu'il fallait en mettre, on décide, on en met là. Et puis 5 ans plus tard, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, c'est anéanti et on ne nous prend plus en compte. Je les comprends. Voilà. Donc là, ça renvoie à la question des règles et des changements politiques et voilà. Aujourd'hui, c'est plus tellement à la main. Enfin, les collectivités locales ont beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins d'outils pour cadrer tout ça. Après, en plus, avec l'appât du gain, évidemment, il y a aussi, c'est lucratif quand même pour les collectivités qui accueillent. Mais voilà. Donc, je voulais un petit peu témoigner de ça pour dire que oui, il y a une fâcherie, mais je trouve qui est fondée et qu'il faudrait réconcilier. Alors, comment ? Je n'ai pas la réponse. Peut-être si, en redonnant la main au territoire, en redonnant la main aux habitants, aux gens qui sont directement concernés par l'implantation de tout ça, plutôt que ça tombe du ciel et que ce soit parachuté, quoi. Voilà. Merci beaucoup Christelle Sauvage. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne tout à l'heure dans la discussion sur comment effectivement prendre la main, et comment les territoires peuvent s'approprier. Mais juste avant, pour un peu une question de compréhension, vous avez dit oui, il faut étendre les machines, des 12 machines de plus. Pourquoi on a besoin de plus de machines, Stéphane ? Pourquoi c'est plutôt on va plutôt vers des grosses machines et pas, je sais pas, du solaire de toiture? Ça suffirait pas pour en fait, c'est quoi le problème? Peut-être pour rappeler un peu les fondamentaux. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème de quantité et puis un problème de coût à la fin. Et donc, à un moment donné, forcément, si on veut électrifier, ça veut dire que les coûts sont quand même, ou le prix, parce qu'il faut faire attention entre le coût et le prix, mais que le prix soit raisonnable. Et que si on fait que des petits projets, on va morceler et qu'il va y avoir une partie des gains qu'on va obtenir éventuellement sur des coûts, puisqu'on n'arrête pas de dire que le solaire produit à bas prix, mais derrière, il faut acheminer l'électricité. Et donc, il y a une partie qui part, un surcoût qui va venir avec l'acheminement, voire les batteries. Il ne faut pas oublier aussi, donc du coup, que in fine, tout ça appelle à quoi? À ce qui est des centrales au sol de taille, alors après, conséquente, qu'est-ce que ça veut dire conséquente? Mais des centrales au sol, il en faudra, des parcs éoliens en mer, probablement aussi. Après, en quelle quantité? Ça dépend du niveau de la demande. Et puis,
Pas oublier aussi que dans ces histoires-là, dans l'énergie, en fait, il y a 2 éléments, je pense, qui sont importants à avoir en tête. D'abord, l'énergie, historiquement, était quand même raisonnablement invisible, et en particulier l'énergie fossile. On ne voit pas grand-chose des infrastructures derrière, sauf ceux qui sont à côté des raffineries ou des centres de stockage de gaz qui sont impactés. Mais en fait, globalement, l'énergie fossile, c'est une énergie un peu magique, donc qui se voit pas trop, alors que les impacts en fait sont loin de chez nous, et avec les énergies renouvelables quelque part, on rapatrie cet impact visuel localement. On consomme de l'énergie, il y a forcément un peu de conséquences. Et puis de l'autre côté aussi, pas oublier que en France par exemple, on consomme beaucoup de biocarburants, de l'ordre de 3 millions de tonnes par an. Ces 3 millions de tonnes par an, elles sont aujourd'hui largement importées, il faut le savoir. Donc par exemple, quand on parle de quand on vous parle de la facture énergétique de l'import de pétrole, en fait, cette facture énergétique, elle intègre aussi l'import des biocarburants de l'ordre de 2 milliards par an. Donc, c'est pas négligeable, avec une occupation surfacique ou une production d'énergie à l'hectare qui est très inefficace. Grosso modo, c'est 1 tonne à l'hectare. Et avec une voiture électrique et des panneaux solaires, on est de l'ordre de... Alors, en ordre de grandeur, moi j'ai en tête quelque chose de 100 fois moins. Alors j'imagine que ça dépend les périmètres, etc. Mais on a en tout cas... et donc en fait, on peut penser quand même que les surfaces occupées qui pourraient être utilisées par le solaire, elles sont en fait assez raisonnables. On entend souvent parler, par exemple, dans les scénarios RTE Futur Énergétique qui étaient les mieux disants sur le solaire, on parle de 1% de la SAU, c'est ça ? 1% de la SAU, donc c'est SAU, surface agricole utilisée. Ouais. Voilà. Pardon, ouais. 28 millions d'hectares en France. Donc c'est tout à fait... et puis, ne pas oublier aussi que en ce moment, donc, il y a la relance d'un certain nombre de scénarios de long terme qui sont faits par l'ADEME, par RTE, etc. Et les premiers échos qu'on a quand même de ce que ça dit, c'est que aujourd'hui, la biomasse, qui est le 2e pilier en fait, dans l'énergie décarbonée, vous avez 2 piliers, l'électricité et la biomasse, et que la biomasse, elle va être plus limitée que ce qu'on pensait, plus limitée dans sa capacité à capter le CO2, et ça c'est parce qu'avec le changement climatique, les forêts, elles meurent, et donc elles ont moins de capacité. Du coup, ça veut dire plus d'efforts quand on veut atteindre le net zéro. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est évidemment, elles sont moins à même de répondre à la demande qui est aujourd'hui beaucoup plus qui est trop importante, en particulier avec 2 secteurs clés qui sont très difficiles à décarboner avec l'électricité, l'aviation et les transports maritimes. Alors, du coup, on va avoir besoin d'installations de puissance. Est-ce que c'est forcé fatalement au détriment de la biodiversité, des enjeux écologiques? Simon Poppy, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté sur le parc d'Omelin? Est-ce que les développements futurs d'installation de puissance, c'est contradictoire? Est-ce qu'on risque de retrouver ce genre, de répéter ce genre de situation? Enfin, déjà, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Déjà, je trouve très intéressant ce qu'a dit Madame Sauvage. Ça fait écho avec ce que nous, on a vécu. C'est-à-dire, on a eu, dans les années 2000, EDF qui est arrivé dans le secteur d'Omelas, donc c'est en arrière de Sète, le cause d'Omelas, qui est arrivé avec un projet de faire 31 éoliennes dans cet espace naturel très préservé. Et à l'époque, ça a été refusé. Et donc, le projet a été saucissonné en 3. Ils ont commencé par faire un tiers, et puis quelques années après, un 2e tiers, et puis quelques années après, un 3e tiers. Et au final, aujourd'hui, il y a 31 éoliennes sur ce secteur. Donc, c'est un parc qui est dans un site Natura 2000 qui est fait pour protéger les rapaces. Il est très, très intéressant pour les rapaces. C'est un endroit incroyable où vous pouvez voir l'aigle royal, des vautours, l'aigle de Bonelli, le circuit de Jean Leblanc et les faucons cressrellettes. Et donc, ce parc nous pose problème depuis une douzaine d'années parce qu'il cartonne beaucoup d'espèces protégées. Pour vous donner quelques chiffres, puisqu'il y a un suivi de mortalité qui a été mis en place, donc c'est des gens qui passent 2 fois par semaine sur 6 mois de l'année pour vérifier s'il y a des cadavres. Et donc, ils ont trouvé une 50aine d'espèces d'oiseaux et une dizaine d'espèces de chauves-souris qui ont été impactées. Et en nombre d'individus, c'est... entre 2010 et 2024, 330 oiseaux et à peu près 200 chauves-souris.
Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas, bon, c'est pas énorme. D'abord, il y a des estimations des biostatisticiens qui ont calculé que, comme les cadavres disparaissent, qu'on ne les trouve pas tous, parce que les renards passent chaque nuit, ils emportent les cadavres. En réalité, ces chiffres, il faut les multiplier par 3 pour avoir une idée à peu près réaliste de l'impact réel. Et évidemment, l'impact n'est pas du tout le même selon les espèces. Disons que vous avez des espèces très communes, je sais pas, par exemple le martinet noir. Il y a eu 50 cadavres de martinet noir. Bon, espèce relativement commune, même si elle est en régression. Mais par contre, sur l'espèce phare, le rapace, pour lequel on a créé cette zone Natura 2000, qui est le faucon cresserellette, à ne pas confondre avec le faucon cresserelle, on a 71 cadavres, donc c'est le plus gros chiffre de cadavres retrouvés sur ce parc, c'est cette espèce-là. Cette espèce, elle a failli disparaître de France en 1980. Il restait 1 ou 2 couples. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'elle fait l'objet d'un plan national d'action, elle est en cours de rémission. C'est une espèce grégaire, donc qui niche en colonie. Dans des villages. Si vous allez un jour à Saint-Pons-de-Mauschiens, c'est assez incroyable. Vous avez ces petits rapaces qui nichent sur les toitures des maisons et au lieu d'avoir des hirondelles dans le ciel, vous avez ces mini rapaces dans le ciel de ce village. Donc c'est une espèce très particulière. Il y a 3 noyaux de population aujourd'hui en France. Il y en a un dans la plaine de l'Accro, un dans l'Hérault et un dans l'Aude suite à une réintroduction. Le principal noyau étant celui qui est à côté d'Aumelas. Et donc, le parc a un fort impact sur cette population. Il y a une étude du CNRS de Montpellier qui a estimé que sans les éoliennes, la population de faucon cresserellette de l'Hérault serait 2 fois plus importante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, l'impact n'est pas anodin sur la conservation de cette espèce en danger. Et donc, nous, depuis le début, on rappelle à EDF qu'il y a un code de l'environnement qui stipule qu'un industriel qui a une activité qui impacte les espèces protégées doit respecter un cadre réglementaire qui est la dérogation pour la destruction d'espèces protégées. C'est une procédure qui permet de cadrer, de définir les conditions de dérogation et notamment de compensation. C'est une procédure aussi qui permet d'avoir une expertise scientifique indépendante des bureaux d'études qui, eux, travaillent pour EDF et qui permet aussi d'avoir une consultation du public et donc de respecter la démocratie environnementale. Depuis 10 ans, EDF refuse de faire cette dérogation pour la destruction d'espèces protégées et donc c'est pour ça qu'on a engagé des contentieux France Nature Environnement contre EDF Renouvelables, d'abord au civil, qu'on a gagné suite à des années de procédure jusqu'en cassation. Puis là-dessus, on a fait une procédure pénale qui a abouti l'année dernière et qui a abouti à condamner EDF à payer 5 millions d'euros d'amende, donc la moitié avec sursis. Et le PDG de l'époque a 6 mois de prison avec sursis. Donc c'est une condamnation très importante. En fait, c'est un premier cas, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu de décision de ce type-là. Et puis, il y a encore des procédures au tribunal administratif, puisque aujourd'hui, nos actions ont donné le courage à l'État de faire appliquer la loi ou d'essayer de le faire en mettant en demeure EDF de déposer cette fameuse demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées. Mais EDF persiste et signe et attaque au tribunal administratif les fameuses mises en demeure en disant non, nous, on est au-dessus de la loi et on n'a pas besoin de respecter cette procédure. Donc on en est là aujourd'hui et c'est loin d'être fini puisque donc, ces procédures ne sont pas terminées. Le procureur, lors de l'audience pénale, nous a dit « vous êtes David contre Goliath » et effectivement, c'est vraiment ce qu'on ressent. Alors maintenant que j'ai dit ça, il faut reconnaître que ça n'est pas le cas général. Ça n'est pas le cas général, mais ça existe et ce n'est pas le seul dossier. Alors c'est peut-être un des pires de France, mais je pourrais vous en citer d'autres dans le domaine de l'éolien, mais aussi dans le domaine du photovoltaïque. Quand on me dit la biodiversité arrête les projets, moi ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est qu'en réalité, non, même le pire projet éolien de France, le plus impactant, on n'a pas réussi à le stopper jusqu'à maintenant, malgré l'énergie qu'on y a mis. Bon, peut-être aussi parce que c'est EDF.
En tout cas, pour nous, il y a tromperie par rapport aux engagements de départ d'EDF qui nous avaient dit non, mais vous inquiétez pas, si jamais, a posteriori, on constate qu'il y a des éoliennes qui posent problème, s'il y a des mortalités excessives, etc., on arrêtera les éoliennes, éventuellement on les démontera. Bon, évidemment, tout ça ne s'est jamais passé. Alors, du coup, on vit assez mal le fait d'être caricaturé comme des anti-ENR ou des opposants, parce qu'il y a des cas comme celui-là où on se sent tout à fait légitime à agir pour faire que la filière éolienne soit exemplaire et on n'a absolument aucun scrupule à dire à la fois on est pour le développement des énergies renouvelables, mais on est contre ce type de projets qui ont été faits au mauvais endroit et puis qui par ailleurs, on constate une stratégie d'entreprise qui est vraiment qui n'est pas du tout exemplaire. Alors, moi, ce que je regrette un peu, c'est aussi cette attitude un peu corporatiste de la filière. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu énormément de réactions de la filière suite à cette décision-là. Et on est quand même souvent encore sur des discours un peu caricaturaux sur l'opposition qui serait illégitime ou qui serait... Voilà. Bon, nous, on considère que pour être crédible, il faut être capable d'autocritique. Donc la filière devrait, selon nous, être capable de s'autocritiquer. Après, évidemment, on n'est pas du tout... comment dire, on n'est pas... on considère que les mauvais projets, il faut essayer de les corriger et de reconnaître qu'ils ont des impacts réels. Voilà. Alors après, on milite pour plus de nuances à France Nature Environnement sur ces sujets-là, et c'est pour ça qu'on a produit plusieurs documents qu'on appelle les scopes, notamment l'éoloscope. Il y a le photoscope aussi, il y a un éoloscope offshore et il y a un métascope qui sont des guides d'aide à la décision et d'aide à l'évaluation des projets pour dire voilà, il y a tout un tas de types de projets, il y en a des bons, il y en a des mauvais, et on vous donne une espèce de guide de lecture, notamment pour les gens qui doivent répondre à des enquêtes publiques, pour essayer d'évaluer avec le plus de nuances possible qu'est-ce qui est un bon projet, qu'est-ce qui est un mauvais projet, avec tout le gradient entre les deux. Et donc voilà, on milite pour cette nuance, et j'espère que j'arrive à faire passer ce message. Merci Simon Poppy. Béatrice voulait intervenir, et après je passerai aussi la parole de ce côté-là. Il y a Jean-Louis Ball. Est-ce qu'il y a la filière, les professionnels de la filière ont une capacité à s'autocritiquer ou pas par rapport à ce sujet, ou est-ce que ça évolue? Mais d'abord, Béatrice. Peut-être en 2 points. Alors je suis désolée, je suis d'humeur très scolaire aujourd'hui. Après les maths et le français, j'ai envie d'avoir un petit point philo. Je trouve qu'on est... c'est vraiment une question intéressante. On est dans le paradoxe vert ou le dilemme vert-vert. On se retrouve dans des situations où des projets écolos sont combattus par d'autres écolos. Et ça pose des questions très intéressantes sur où est-ce qu'on met la primauté de la lutte, en fait. Est-ce que certains sont très convaincus qu'il faut tout mettre dans... la lutte contre le dérèglement climatique, d'autres d'avoir en priorité une préoccupation liée à la préservation de la biodiversité, sachant que l'un amplifie l'autre. Donc de toute manière, on se retrouve face à un serpent qui se mord la queue et c'est compliqué de faire des choix. On voit bien qu'il y a des conflits d'usage, il y a des conflits de valeurs. Ça se retrouve y compris en légistique, où on a depuis maintenant les années 70 une loi de protection de la biodiversité, mais aussi depuis plus récemment une loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc je trouve que c'est aussi des opportunités de se poser des questions philosophiques un peu complexes. Et notamment, tout à l'heure, j'ai dit que l'urgence était présente. Il va falloir qu'on soit un peu en capacité de penser ces questionnements et ces ambivalences. Et alors, du coup, comme je ne veux pas vous laisser sur une angoisse métaphysique, j'ai quand même envie d'amener en 2e point une piste de résolution de cette ambivalence philosophique. C'est que moi, il me semble que... vraiment, ce qui fonctionne, c'est l'approche citoyenne dans ce genre de questions. Et c'est ce qu'a commencé à raconter Christelle tout à l'heure. Quand on a un gros développeur qui arrive, qui est le roi du pétrole et qui se comporte comme un cow-boy, ça ne se passe pas bien. Quand on met autour de la table une collectivité, les habitants et les habitantes de ce territoire, les entreprises qui sont implantées sur ce territoire et les associations qui y militent, on est en capacité de produire un projet
démocratique locale. Alors déjà, c'est un super ferment de vivacité de la démocratie locale. Et ensuite, on se met d'accord. Et là, je vous raconte tout ça, ça a l'air d'être du très joli blabla, mais moi, j'en ai des exemples concrets tous les jours. Je vais vous en donner deux. Un pas développé par Enercop et un développé par Enercop, parce que je suis pas sectaire. Le premier, historiquement développé par Enercop, c'est le barrage de la Marie-Thérèse en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une très jolie histoire. C'était un moulin qui a eu tout un tas d'usages liés à la force motrice de l'eau et qui a été notamment un barrage hydroélectrique géré par EDF. Et puis une pale s'est cassée, EDF a laissé tomber le moulin. Et localement, les habitants et les habitantes étaient assez tristes de voir se dégrader ce moulin. Et Enercop a proposé de remettre en service ce moulin et d'en refaire un site de production hydroélectrique. Et donc, c'est monter une coopérative locale. Et la première des priorités qui a été signalée, c'était celle du passage des anguilles, qui avait été perturbée par le projet précédent. Et donc, toute la réflexion a été tournée autour de comment est-ce qu'on va pouvoir réhabiliter ce barrage, en refaire un site de production, tout en retrouvant une voie de passage pour les anguilles. Et c'est ultra intéressant parce qu'autour de la table, les gens, ils ont construit un projet qui a fait du sens. C'est en service depuis maintenant plusieurs années. Voilà, c'est une jolie histoire. Deuxième exemple sur une autre, un truc pas développé par Enercop. Ceci étant, Enercop achète l'électricité qui est produite, c'est comme ça que je connais ce projet. Et sur une autre technologie plus récente, Andilly-les-Marais en Charente-Maritime. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est la collectivité qui a bien vu que se multipliaient les intérêts rapaces de gros développeurs et qui se sont dit on va se faire manger tout cru si on maîtrise pas un peu le sujet. Donc ils ont fait, je crois d'ailleurs qu'ils l'ont fait sur suggestion d'un sociétaire Enercop qui leur a dit vous devriez peut-être faire ça. Ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt pour trouver le développeur qui allait leur développer un petit parc éolien. Et dans leur appel à manifestation d'intérêt, ils ont dit que la condition pour eux importante, c'était qu'il y ait une véritable implication citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'appelle pas seulement les gens au capital du projet, on les appelle à la gouvernance, on construit le projet avec eux. Et donc, à Andilly-les-Marais, il existe maintenant un petit parc éolien. Quand je dis petit, je ne devrais pas dire petit, parce que figurez-vous que ce sont les éoliennes qui ont les plus longues pales de France, pales de 80 mètres. C'est un des projets citoyens qui produit le plus en France. Et ce qui est très intéressant avec ce projet, c'est que son autorisation environnementale n'a fait l'objet d'aucun recours, parce qu'il a été entièrement conçu en concertation et en bonne intelligence avec les experts du sujet. Voilà, et je crois qu'il alimente l'équivalent de 10 000 foyers quand même, donc c'est un joli parc. Mon petit barrage de Provence-Alpes-Côte d'Azur était plus modeste, mais c'était quand même une belle histoire, il me semble. Est-ce que... Je vois Christelle, là. Oui, bah là, je peux vraiment... Oui, peut-être d'abord sur est-ce que le secteur fait un peu son autocritique ou pas? Peut-être ça sera plus en lien logique. Oui, complètement. Il y a vraiment une suite. Vraiment, je continue à tricoter le concept, en fait, parce que Simon a évoqué tout à l'heure la tromperie. Et en fait, finalement, l'ancrage local, que ce soit les habitants, les acteurs locaux qui se saisissent du sujet, eh bien, ils sont capables de faire cette dentelle qui va prendre en compte toutes les spécificités, toutes les particularités, les richesses, et vraiment adapter le projet à un potentiel, à des sensibilités, et puis aux besoins, parce qu'il y a quand même un besoin derrière. Et en plus, on comprend la finalité. Et la finalité, elle est un petit peu différente. Et là, je reprends aussi ce que Simon a évoqué. On n'est pas face à une stratégie d'entreprise et à une optimisation financière ou économique. On est face à une optimisation de l'utilisation d'un gisement, d'une ressource qui est un bien commun, en respectant le plus possible toutes les sensibilités et toutes les autres richesses du territoire, parce que sa biodiversité, ses zones humides, c'est tout ça, c'est aussi une richesse à préserver, c'est aussi un bien commun. Et donc on est dans une recherche d'optimisation, mais en préservant au maximum. Et c'est là où on voit bien que on est dans une nature de projet totalement différente. On est sur des projets qui vont servir l'intérêt collectif, qui vont vraiment essayer d'intégrer toutes les dimensions possibles et imaginables. Et tout ça, c'est vraiment les dimensions promues par le mouvement énergie partagée. Donc c'est le mouvement qui fédère et qui essaie de promouvoir cette façon de faire les projets, de s'approprier les thématiques, de faire de l'ancrage local et de respecter le plus soigneusement possible l'environnement, parce qu'on a fondamentalement, je dis tout le temps, on a plus besoin d'arbres que d'éoliennes, de base, comme faut pas l'oublier, voilà. Mais et là, on arrive à plus être dans de la confrontation, mais dans de la co-construction pour aboutir au projet. Alors,
je ne vais pas dire le meilleur, mais peut-être le moins mauvais. Parce qu'à partir du moment où on intervient, on va quand même bousculer un petit peu des choses. Mais c'est super important. Et je voudrais souligner malgré tout sur le plan économique, quand on fait ça, on a aussi une meilleure performance économique pour les territoires qui sont concernés. C'est-à-dire que quand on investit 1 euro dans ce type de projet, c'est 2,5 € qui sont gardés et captés dans le territoire versus 1 pour un projet conventionnel. Parce qu'on met toujours, les retombées économiques de l'éolien, du photovoltaïque, etc., ça rapporte de l'argent dans le territoire, donc certes, sauf que quand ce sont des projets citoyens, c'est 2 fois plus. Donc voilà. Et pourquoi c'est 2 fois plus? C'est simple, parce que les acteurs des territoires, ils vont travailler, ils vont chercher à faire travailler les acteurs des territoires aussi. Et ça se décline à toutes les échelles et même dans la durée. C'est-à-dire que même le comptable du moulin micro-hydro ou du parc éolien du coin, c'est le comptable de la ville d'à côté qui va le faire. C'est pas le comptable du groupe je ne sais pas quoi qui est on ne sait pas où et qu'on connaît pas. Et voilà. Donc on réintègre aussi, on garde et on capte beaucoup plus de valeur et d'activité dans le territoire quand on maîtrise ces projets-là. Et à la construction aussi. Alors nous, nos projets, évidemment, on va regarder les fournisseurs, on va faire travailler pour l'éolien, on va faire attention à faire travailler les entreprises de génie civil local. Pour l'affichage, ça va être les imprimeries locales. Tous ces petits détails-là, c'est pas du tout anodin. Un projet conventionnel, c'est 1 euro investi, 1 euro dans le territoire, avec la fiscalité, avec tous ces trucs-là, etc. Quand c'est un projet citoyen, c'est 2,5 € dans le territoire. Donc, même sur le plan économique, on va être plus performant. Peut-être que ces projets citoyens, ils sont plus performants en eux-mêmes en termes de retombées locales. Mais si on regarde, si on élargit la focale, Enercop, j'en suis client, on est 119 000 clients. On est un pays de 65 millions d'habitants. Est-ce que juste ça fait le job et on a peut-être besoin aussi d'autres types de projets plus importants, plus puissants? Est-ce que les développeurs de gros projets se rapprochent de ces démarches allant vers un partage de la valeur, ou alors est-ce qu'on a au contraire 2 modèles qui s'opposent? Je sais pas. Est-ce que Jean-Louis, Stéphane voulez répondre? Oui, d'abord, à propos de la question, est-ce que les fédérations professionnelles ont le pouvoir de faire la police? La réponse est non. Surtout dans le cadre d'une affaire qui n'est pas encore jugée définitivement, parce que EDF est allé en appel. Moi, à titre personnel, je déplore quand même que le premier énergéticien de France ne soit pas tout à fait exemplaire, ce qui semble être la réalité, mais je ne suis pas le juge du tribunal. Et, oui, on évoque grands et petits projets. Moi, je pense que d'abord, ça dépend énormément de la région, enfin de la zone où on veut implanter des projets. Quand on va dans la Beauce, c'est pas la même chose que quand on va dans les Ardennes. Les impacts paysagers ou biodiversité ne sont pas les mêmes. Et donc, une approche comme l'a décrite Christelle, par une concertation territoriale, je pense que aussi bien les professionnels du syndicat que j'ai présidé anciennement doivent se l'approprier, et c'est une réflexion qui progresse. C'est vrai que il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de règles, la réglementation était inexistante, et donc il y a eu des comportements de cow-boys. Je crois que c'est Béatrice qui a utilisé le terme. Maintenant, moi je vis depuis quelques années un autre épisode auprès des professionnels. Alors moi je suis de tous les côtés à la fois. Je suis impliqué dans le mouvement coopératif comme du côté des professionnels, et c'est le concept d'entreprise à mission. C'est une entreprise à mission, c'est un concept qui a été introduit par la loi dont j'ai oublié le nom, mais enfin non, c'est plus récent que ça. Mais donc une entreprise peut demander à changer ses statuts et à devenir entreprise à mission, et inclure dans ses statuts des objectifs sociétaux qui s'additionnent aux objectifs normaux d'une entreprise, qui est
réaliser du bénéfice, etc. Et donc il y a dans le secteur des renouvelables aujourd'hui une dizaine d'entreprises à mission que je vais essayer d'agglomérer, enfin d'essayer de faire un espèce de club de ces entreprises à mission, parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas du greenwashing, hein. C'est extrêmement bien encadré par la loi. Il y a un comité de mission pour chacune de ces entreprises qui est constitué en partie à 50% de personnalités extérieures et qui vérifie que les objectifs que l'entreprise s'est donnés sont réellement réalisés et dans quelles conditions. Donc moi, je suis président d'un comité de mission sur une de ces entreprises. Et parmi les objectifs que s'est donné cette entreprise, il y a d'une part contribuer au développement industriel en France, ce qui est quand même une des conditions d'acceptabilité au niveau national. Il y a les processus de concertation depuis le concept du projet jusqu'à la fin de l'exploitation de ce projet. Donc ça s'étale sur 20-30 ans. Hein. Et concertation avec les collectivités, avec les populations riveraines, avec les agriculteurs. Donc ça, c'est un des objectifs. Le troisième objectif, c'est celui du partage de la valeur. Parce qu'effectivement, le vent qui souffle au-dessus de chez moi, il m'appartient, comme il appartient à tous les autres habitants, ou le soleil. Et il y a divers concepts qui sont aujourd'hui en train d'être mis en œuvre, qui sont, par exemple, d'offrir un tarif de l'électricité aux riverains qui soit bonifié par rapport aux tarifs normaux qu'on trouve sur le marché. Il y a certains qui octroient des bonifications énergie sur les factures des riverains. Il y en a d'autres, et c'est pas incompatible en soi, qui créent des fonds de dotation qui permettent de financer des projets d'intérêt général sur le territoire. Donc voilà, il y a toute une série de mécanismes de partage de la valeur qui sont aujourd'hui en cours de développement ou même déjà d'application. Et le quatrième objectif, c'est la question de la protection de la biodiversité. Et là, ça a déjà été évoqué, c'est assez compliqué à faire parce que les bénéfices au niveau du climat, au niveau de la souveraineté énergétique, c'est facile à chiffrer. Hein, un tel parc éolien permet d'éviter autant de CO2, autant d'importations, etc. Ça, c'est facile à chiffrer. Chiffrer l'impact sur la biodiversité, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais je voudrais quand même souligner qu'il y a peu de secteurs industriels qui ont fait autant d'efforts pour préserver la biodiversité, même si je conçois qu'il y a des contre-références quelquefois, mais les impacts des parcs éoliens ou des parcs photovoltaïques sur la biodiversité, on commence à en avoir un bon inventaire. Et je crois qu'on n'a jamais aussi bien connu les chauves-souris que depuis qu'il y a des parcs éoliens, hein, parce que effectivement, on a fait des suivis, etc. Et on a aussi mis en place des mécanismes pour arrêter les éoliennes quand il y a des vols de chauves-souris ou quand il y a des vols d'oiseaux migrateurs. C'est une profession, même s'il y a quelques prédateurs parmi elles, c'est une profession qui a fait énormément d'efforts sur la question de la biodiversité. Parmi les actions de protection de la biodiversité que l'on envisage dans le comité que je préside, il y a le développement des haies autour des parcs photovoltaïques ou éoliens. Ça attire les passereaux. Bon. Oui, enfin, les haies, ça a quand même des vertus en termes de protection de la biodiversité, de fixation de l'eau, etc.
Voilà, je pense que la profession bouge. Elle a compris quand même un certain nombre, et j'y suis pas pour rien, elle a compris quand même quelques-uns des enjeux si on veut développer à grande échelle, parce que moi j'aime beaucoup les projets citoyens, mais à la vitesse où ils se développent, on risque pas d'atteindre nos objectifs. Donc il faut essayer d'arrêter d'opposer les projets de professionnels et les projets citoyens ou collectivités, et essayer de travailler ensemble. Et d'ailleurs, il y a pas d'opposition. Ouais, ouais. Merci Jean-Louis, merci Christelle. Je vois que l'horloge tourne. Je voudrais qu'on se garde les 20 dernières minutes pour échanger avec vous. Je sens que ce qui a été dit là fait débat, donc ça reviendra dans cette question des modèles, opposition ou pas, ou complémentarité, aiguillon ou pas. Bon, ça va revenir dans la discussion, j'en suis sûr. Mais d'abord, vos questions ou vos réactions à ce qui a été dit. Alors, il y a deux personnes. C'est bien s'il y a des femmes qui n'hésitent pas à poser des questions aussi, parce que c'est toujours plein d'hommes. Alors, messieurs, allez-y. Oui, merci. Je voudrais m'adresser à, disons, un collègue forestier de Provence pour qu'il nous raconte la merveilleuse histoire des cow-boys de Gardanne, s'il voit ce que je veux dire. Gardanne. Oui, de Gardanne. Et en particulier sur les effets de la gestion de la biomasse, en particulier la biomasse forestière, et d'une façon plus générale, les contraintes et les risques de l'utilisation de la biomasse pour produire de l'électricité. Et quelles sont les règles, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites, et quels sont les effets sur la gestion des biodiversités forestières. Merci. Merci. Monsieur, oui, allez-y. Oui, Jean-Marc Convert de la petite association locale Sol-Europe. Je rebondis sur l'acculturation, enfin le manque de culture renouvelable. Les collectivités, elles ont l'habitude de gérer l'eau, les écoles, etc. Mais l'énergie, malheureusement, toujours très peu. Et puis sur les cresserellettes, donc pour moi, c'est vraiment la responsabilité de l'État qui a autorisé les différents parcs en 3 parties. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Un bravo juridique pour France Nature Environnement. Et en même temps, j'étais effaré en termes d'image de l'éolien. Tous les médias disent on arrête des éoliennes parce que ça tue les oiseaux. Et dans une majorité, je ne sais pas, mais une grande part de la population, c'est le cas, éoliennes, oiseaux, danger. Je sais que tout près le département de Lyon, là, il y a eu un parc éolien où il y a eu des très gros progrès dans les radars pour détecter les oiseaux. Alors, sur 3-4 ans, là, il y a eu des évolutions avec aussi l'ADREAL, les services de l'État et le développeur. Je crois qu'il y avait un problème avec des Milans et a priori, le problème est résolu. Est-ce qu'avec les cresserellettes qui sont plus petits, les radars servent à quelque chose? Et je finis par comme on n'est pas beaucoup, une sorte de blague. Les cresserellettes se sont développées sur le site là-bas en même temps que les éoliennes. Plus il y a d'éoliennes, plus il y a de rapaces. Mais bon, c'est un fait. Bon, après, c'est discutable, mais... Je ne sais pas si c'était réel, mais la crise qu'il y a eu en Espagne sur les coupures du courant, j'ai cru entendre dire que c'était à cause des énergies renouvelables qui sont trop... C'est faux et c'est démontré. Alors, qui veut répondre déjà sur les aspects biodiversité, radars? Est-ce que les radars détectent les petits rapaces? Et ça, c'est peut-être pour Simon. Est-ce qu'un risque, les risques pour la biodiversité des projets de développement de biomasse forestière? Je ne sais pas si Stéphane, tu veux répondre. Oui, et aussi Simon. Je peux dire un mot sur les 3 questions, vite fait. J'essaie d'aller vite. Parce que les PCAET aussi, ce serait intéressant, parce que nous, on a utilisé le PCAET du Grand Narbonne, qui était très précis sur les objectifs de développement des énergies renouvelables, et notamment avait cartographié toutes les friches qui étaient disponibles et tous les parkings qui n'étaient pas équipés, pour justifier qu'on n'avait pas besoin de faire un parc photovoltaïque flottant sur une zone où il fallait faire une dérogation pour les espèces protégées, pour 100 espèces protégées. C'est-à-dire que
quand on a un PCAET qui est bien fait, c'est vraiment un outil qui peut être utile pour planifier un développement des énergies renouvelables qui soit raisonnable et qui soit bien orienté, qui soit pas parce que quand on a autant de friches ou de parkings à équiper, on n'a pas forcément besoin d'aller taper sur un endroit qui est particulièrement riche en biodiversité, etc. Et donc, si on l'a écrit dans un document, derrière, ça peut être vraiment très utile. Sur Gardanne, bon, c'est très rapidement... Bon, nous, on est contre ce projet. Après, vous avez suivi l'histoire. Donc, Gardanne, c'est une centrale électrique qui était à charbon, qui a été convertie à la biomasse forestière, qui a fait beaucoup de polémiques. Le problème de fond de Gardanne, c'est plus un problème de rendement électrique et aussi de qu'est-ce qu'on a envie de faire du bois forestier. Mais il faut bien noter que dans le sud de la France, on a des forêts qui peuvent difficilement servir à autre chose qu'à faire du bois énergie. Donc souvent, elles servent aussi. En fait, si elles ne vont pas brûler à Gardanne pour faire de l'électricité avec un rendement ridicule, elles vont quand même être brûlées dans les cheminées des gens et pour faire de la chaleur, mais qui a quand même un bien meilleur rendement que la production d'électricité. Et l'effet sur la biodiversité, il y a eu une étude qui a été faite sur le sujet parce qu'il y a eu une procédure de France Nature Environnement pour la contraindre à faire cette étude-là. Et elle conclut, et c'est assez intuitif, en fait, c'est difficile de distinguer les effets de Gardanne sur la forêt, parce que c'est une zone de chalandise de 400 km de rayon. C'est difficile de distinguer du reste de l'exploitation forestière. Donc, c'est très diffus, en fait. C'est très difficile d'avoir une idée très claire de l'impact sur la forêt. Et alors, bon, il y a un autre problème, c'est l'importation de bois de l'étranger. Mais donc, bon, c'est un problème complexe, on pourrait y passer, je pense, 1 heure. Et donc, j'essaie de vous répondre très rapidement. Sur la dernière question sur l'instrumentalisation de ce qu'on fait et qui, derrière, enfin, d'un résultat contentieux et qui a un impact sur l'image de la filière, moi, j'ai envie de dire, est-ce que ça justifie qu'on ne fasse rien ? Est-ce que ça justifie? Est-ce que nous, on devrait se dire, ben oui, ça va être récupéré par l'extrême droite, ils vont s'en servir pour dézinguer la filière ENR, et donc on ne le fait pas parce que on veut pas nuire à la filière. Nous, on n'est pas sur cette position-là. On pense qu'effectivement, il faut que la filière soit capable de s'autocritiquer, il faut qu'on ait la capacité de la critiquer. Et après, si c'est récupéré, quelque part, nous, on n'y est pour rien. Et si on s'interroge sur qui est responsable de ça, je ne suis pas sûr que ce soit France Nature Environnement. Et c'est pour ça aussi que je questionne le côté corporatiste, tout ça, et la position de la filière elle-même. Parce que finalement, la filière, en ne bougeant pas ou en étant toujours sur ces discours un peu caricaturaux sur l'opposition environnementale et tout ça, elle laisse se produire ce genre de choses qui finalement, sur le long terme, lui nuisent à la globalité de la filière. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et sur les DT Bird, effectivement, les DT Bird, donc les radars, les systèmes d'effarouchement, etc., il y a des limites à ça. La taille des oiseaux, c'en est une. Clairement, sur Romelas, ils ont équipé toutes les éoliennes de systèmes. Et d'ailleurs, ça a été un des prétextes pour continuer à faire tourner ces éoliennes sans que l'État dise rien. Et au final, on a constaté l'inefficacité de ces systèmes, en tout cas leur insuffisance d'efficacité. Et par ailleurs, sur d'autres cas de parcs où on est plutôt sur des grands rapaces, comme les aigles royaux, notamment le dossier de Bernag, vous pourrez regarder. Sur les grands rapaces, ça ne marche pas forcément non plus. Donc, il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits, quand vous allez mettre un parc juste à côté de l'endroit où niche l'aigle royal comme à Bernag, au bout de quelques années, vous finissez par tuer les aigles qui nichent juste à côté. Voilà. Donc, c'est pas le technosolutionnisme vendu par la filière aussi. Il faut le prendre avec des pincettes. Ça marche bien si vous n'avez pas trop d'enjeux. Si vous n'avez pas trop de biodiversité, si vous n'avez pas trop d'oiseaux qui passent, ça peut marcher. Mais si vous allez mettre vos éoliennes dans des endroits qui sont blindés d'oiseaux et qui sont blindés de biodiversité, il ne faut pas, même en mettant des radars, non, ça ne marche pas. Oui.
Moi, je veux bien répondre aux questions. Je veux bien rebondir sur votre désarroi en tant qu'élu. Moi, je le vois bien aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité finalement de la gestion de ce problème éolien est revenue à l'échelle des communes. Ce qui n'est pas très pertinent parce que l'implantation d'éoliennes, ça dépasse largement la prégnance visuelle. Il ne va pas se limiter à la commune. L'identification de la meilleure implantation, du meilleur site, du meilleur endroit, faut le regarder un peu plus largement que ça, parce que justement, il y a tellement de choses à croiser, à recouper, c'est que ça va probablement s'étaler sur 2 voire 3 communes. Et en plus, quand on arrive dans ces situations-là, malheureusement, il faut quand même le dire aussi, les maires, ils voient la fiscalité et ils vont en plus se bagarrer et dire aux développeurs, moi je m'en fiche, j'en veux 2 chez moi, vous débrouillez comme vous voulez, sinon c'est rien. Donc il y a en plus des petites guéguerres comme ça qui vont pousser aussi les développeurs à en mettre de là, au détriment d'une bonne implantation et d'une bonne insertion paysagère, au détriment peut-être de plus de légèreté, de moins de machines. Donc on rentre en plus dans des petites guéguerres avec un arrière-fond financier qui sont quand même stupides. Alors si on se dégage de cet échelon-là, si on remonte à l'échelon supérieur, si on dézoome et qu'on va à l'échelle de l'intercommunalité, déjà, on a un espace plus vaste pour regarder où on va implanter de l'éolien pour un bassin de population plus important. Parce que moi, je reviens aussi à la notion d'adéquation entre implantation et consommation, en prenant en compte les solidarités campagne-ville. Évidemment, on ne va pas en implanter dans Paris ou dans Lyon. Donc, il faut quand même aussi prendre en compte que les campagnes, comme pour l'alimentation, vont devoir produire aussi de l'électricité pour les zones urbaines. Donc, il faut le prendre en compte. Mais tout ça, ça se calcule, on peut le proratiser, voilà. Mais malgré tout, c'est quand même à l'échelle intercommunale qu'on va voir l'échelon le plus pertinent. Nous, aujourd'hui, l'interco, elle donne son avis à l'enquête publique comme monsieur tout le monde. Quand même, ça paraît un peu léger. Et en fait, on a fonctionné autrement. C'est ça qui est rageant. C'est qu'en fait, il y a une époque, les collectivités, avec le dispositif ZDE, de dépôt des zones de développement de l'éolien, c'était un document qui était opposable, qui vraiment faisait foi. C'est qu'en dehors des ZDE, pas de quartier, il n'y avait pas de parc éolien, et c'est ça qui a été déglingué. C'est ce que ces gens ils ont un petit peu dit, mais on nous prend pour des andouilles. Il y avait pas, c'était la collectivité qui déposait son plan d'implantation. Il y en aura là, il y en aura pas là, il y en aura pas ici, et c'était clair. Sauf que ça a sauté. Voilà. Donc on est dans un flou. Donc c'est redevenu j'ai pas envie de dire la jungle parce que la jungle c'est bien. Le Far West, c'est redevenu les cow-boys et le Far West. Où en fait, et même les développeurs, ils sont pas gagnants non plus parce qu'ils vont aller à la pêche du maire qui va mordre le plus au gars. C'est pas gentil ce que je dis, mais et finalement peut-être que 2 communes plus loin, il y avait un site bien plus pertinent avec une meilleure productivité, moins d'impact biodiversité. Donc en plus de redescendre à l'échelle communale, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup moins pertinent. Donc franchement, on n'a pas été dans le bon sens à simplifier tout ça. C'était pour simplifier et c'est pour simplifier que ça aille plus vite. Résultat, il y a des recours. On va pas plus vite du tout. Bref, on n'a rien gagné. Et on a déconnecté et on a fâché en plus les habitants et les communes. Alors malgré tout, il reste encore quelque chose pour vous aider et vous accompagner là-dessus. C'est la mission qui s'appelle Les Générateurs, qui est une mission financée par l'ADEME, donc où des gens finalement sont là pour vous aider dans vos démêlés avec les développeurs, etc. Donc c'est pour les énergies renouvelables électriques, donc éolien, photovoltaïque. Donc voilà, ce sont des gens. Donc il y en a 2-3 par région, je crois. Donc voilà, il faut vraiment que vous regardiez ça. Souvent, ils sont dans les agences locales de maîtrise de l'énergie, mais pas forcément, pas que. Ça peut être aussi voilà. Et donc essayez de chercher ça, la mission générateur. C'est des gens qui sont déconnectés des développeurs, qui vont être neutres et qui sont là pour aider les collectivités dans ces démarches. Et sinon, sur toutes les démarches citoyennes aussi, dans chaque région, il y a une déclinaison donc, du mouvement énergie partagée. Bourgogne-Franche-Comté, c'est une énergie partagée directement. Je n'ai pas le nom en tête, mais ça se retrouve sur la carte des réseaux régionaux énergie partagée. Donc ça, c'est pareil, c'est des gens qui sont là, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans vos démarches et à comprendre un peu tout ça et ce que vous pouvez faire en tant qu'élu à votre niveau, quoi. Mais moi, je suis bien d'accord que c'est compliqué. Oui, j'ajoute. Oui, je pense qu'on a un vrai besoin d'ingénierie territoriale au niveau du développement des énergies renouvelables, mais également de l'ensemble de la transition écologique.
Et c'est vrai que les PCAET, ça pourrait être extrêmement utile là où on a des collectivités qui sont capables de mettre en place un PCAET, et c'est loin d'être la majorité. Alors l'ADEME, effectivement, sur les sujets quand même relativement restreints de l'énergie renouvelable électrique, a mis en place ce système de générateurs. Mais vous vous rendez bien compte que 2 ou 3 par région, c'est vraiment pas grand-chose. À côté de ça, vous avez les grands énergéticiens et même les moyens. Ils ont des effectifs qui n'ont rien de comparable. L'État ne met pas à la disposition des collectivités les outils d'ingénierie territoriale qui seraient nécessaires. Et c'est la même chose pour les zones d'accélération des énergies renouvelables. Moi, je connais bien mon maire en Saône-et-Loire, un village de 200 habitants. Comment il fait pour établir sa zone d'accélération? Je suis désolée, je ne l'ai même pas évoqué ça, parce que alors typiquement, les développeurs, ils arrivent, ils disent, regardez monsieur le maire, j'ai un projet là, vous faites la ZAE s'il vous plaît, vous signez en bas à droite, voilà. Oh, j'ai même pas pensé à en parler. C'est comme ça, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Un autre sujet, Gardanne et la biomasse forestière. Je voudrais d'abord dire que la biomasse forestière à destination d'énergie, on n'exploite jamais une forêt pour produire du bois énergie. Alors, le bois énergie, c'est un sous-produit de l'exploitation industrielle du bois. Le bois à destination de la construction ou de l'industrie, c'est ou les bois d'éclaircie dans une exploitation. Il n'y a pas donc d'exploitation d'une forêt uniquement pour faire du bois énergie. Gardanne est un sujet très particulier qui mériterait qu'on investigue un peu plus, parce que Gardanne avait répondu à un appel d'offres pour la production d'électricité en cogénération. Et le projet, c'était à l'époque Éric Besson et Nathalie Kosciusko-Morizet qui étaient les ministres en charge de cette affaire. Et donc ils ont répondu avec un projet qui ne valorisait la biomasse que en électricité. Il n'y avait pas de cogénération parce que simplement il n'y a pas de débouché juste à côté de Gardanne. Donc ce projet n'aurait jamais dû être retenu. Et c'était d'allure bien l'avis qui avait été rendu par la CRE, donc la Commission de régulation de l'électricité à l'époque, qui est devenue de l'énergie ensuite. Ce projet n'aurait jamais dû être retenu. Et en fait, c'est sous pression des syndicats de l'entreprise qui exploitait donc la centrale de Gardanne et des syndicats du port de Marseille, parce que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il y a la moitié de la biomasse qui est importée, et donc ces syndicats avaient intérêt donc à maintenir en fonctionnement la centrale et de pouvoir décharger les centaines de milliers de tonnes de bois chaque année. Donc rapidement, en fait, aujourd'hui, on est dans un moratoire de fait, compte tenu de la situation. Je ne vais pas revenir sur les éléments un peu plus particuliers. Et donc ça pousse au développement de deux grands types de projets. Donc l'éolien, le développement de l'éolien en France est quasi à l'arrêt. Et donc, on va voir dans les années qui viennent beaucoup de ce qu'on appelle du repowering, c'est-à-dire on va mettre sur les anciens sites des éoliennes plus grandes. Et compte tenu de ce qui a été dit, je pense que ça va être source de conflits ou en tout cas de débats, parce que et les éoliennes ont beaucoup grossi ces dernières années sous l'impulsion du développement de l'éolien en mer. Aujourd'hui, les plus grosses éoliennes en mer, elles sont la plus grosse qui est testée, elle est au-delà de 25 mégawatts et unitaire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le développement massif de l'autoproduction solaire. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il y a plus d'1 million en France d'autoproducteurs avec les batteries. Et ça, c'est une révolution silencieuse qui se diffuse avec, en sous-jacent, un motif de réduction de la facture électrique. Et enfin, sur le point de Gardanne,
faut pas oublier aussi, et je vais arriver à le placer, Antoine, parce que tu me vois venir. Faut pas oublier donc que la France, c'est aussi les zones non interconnectées, c'est-à-dire les outre-mer, et que à date, la transition énergétique dans toutes les outre-mer pour la production d'électricité est basée sur de la biomasse importée. Et 2 types de biomasse, des pellets importés des États-Unis et du biocarburant, c'est du biodiesel importé de France. Le premier territoire qui a fait sa mutation complète, c'est La Réunion, avec des grosses questions sur le bénéfice environnemental de cette opération, avec des volumes qui sont nettement plus conséquentes qu'à Gardanne. Pour vous donner une idée, à La Réunion, c'est entre 600 000 et 700 000 tonnes de pellets qui sont importés chaque année, qui viennent des États-Unis, avec en sous-jacent évidemment des très grosses questions sur le bénéfice même climat, au-delà même de la biodiversité, le bénéfice climat de l'opération, puisque je rejoins le point, il a été indiqué de nombreuses fois que la principale entreprise aux États-Unis qui fournit Enviva, qui fournit Albioma, qui est l'opérateur local, la principale entité a été prise la main dans le sac, c'est-à-dire à transformer des arbres coupés de plein pied en pellets. Et donc, quand on fait cette opération et qu'on fait le bilan carbone, on se retrouve avec des émissions plus importantes que le fossile qu'on substitue, en l'espèce le charbon. Avec des coûts de soutien aux frais du contribuable. Avec un coût hallucinant. Je ne sais pas si ça vous donne un ordre de grandeur, mais l'ordre de grandeur, c'est 500 € du mégawattheure, sachant que le solaire en local, il est à 110, et tout ça donc payé sur la CSPE ZNI, qui aujourd'hui explose au-delà de 3 milliards d'euros. Le soutien des énergies renouvelables en métropole, c'est de l'ordre de 5-6 milliards. On est sur des tout petits territoires qui sont en train d'exploser. Et donc avec, si on tire encore un peu la ficelle, une nouvelle taxe pour payer cette explosion de la CSPE ZNI sur le prix de l'électricité qui est en vigueur depuis le 1er août 2025. Et du coup, je vais conclure. Alors, voilà. Je vous ai fait faire du français, de l'histoire, de la philo, comme c'est l'heure du goûter. Je voulais terminer sur des petits contes et légendes en vous parlant d'une fée et de licorne. Mais je vais le faire en répondant à 2 questions qui ont été posées. La question du blackout espagnol et celle que vous amenez maintenant. La question du blackout espagnol, c'est très intéressant de voir qui a dit c'est à cause de la masse d'énergie renouvelable dans le mix espagnol que le système a planté. Quand on regarde a posteriori, c'est l'extrême droite espagnole relayée par l'extrême droite européenne qui a diffusé cette idée-là. Les gens du secteur ont pris le temps d'analyser concrètement ce qui s'était passé et les conclusions sont venues beaucoup plus tard que le bruit et la fureur médiatique. Mais en l'occurrence, l'Institut Negawatt a produit une analyse assez fine de ce qui s'est passé et qui montre au contraire que la part du renouvelable dans le mix a évité une plus grosse catastrophe. Donc, vous pourrez retrouver sans doute sur le site de l'Institut Negawatt des éléments si ça vous intéresse. Puisqu'on parle de l'Institut Negawatt, j'ai envie de vous parler d'une fée. Je terminerai sur votre question, je ne vous oublie pas. C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé quand on parlait du partage de la valeur. Nous, chez Enercop, on a inscrit toute notre activité dans le scénario de l'Institut Negawatt qui rêve d'un futur qui se repose sur 3 piliers, du 100% renouvelable, de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Et ces 3 sont indissociables. Et nous, c'est vraiment le projet dans lequel on s'inscrit et le projet qu'on porte. Et donc, il y a quelques années, on était allé trouver une fée, la Fédération des énergies éoliennes, qui a changé de nom maintenant, c'est dommage, c'était tellement joli, pour leur dire, en tant que producteur de parcs éoliens, on fabrique de la richesse sur les territoires et on fabrique de l'énergie. Mais enfin, la meilleure énergie, c'est toujours celle qu'on ne produit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de chouette avec la valeur qu'on crée ? On vous propose de vous engager dans un gros projet de lutte contre la précarité énergétique pour que la valeur que vous créez puisse venir financer directement de la rénovation complète et efficace des bâtiments dans les territoires où vous vous installez. Et en fait, à la tête de la fée, il y avait des gens très enthousiastes par notre projet. Et en fait, ce qui a pêché, c'est que les adhérents de la fée, ils étaient un peu essorés en 2023 parce qu'en 2023, il y a 4 milliards d'euros qui venaient des producteurs d'énergie renouvelable qui ont été utilisés pour payer le fameux bouclier tarifaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils trouvaient qu'ils avaient déjà mis beaucoup d'argent pour un projet qui n'avait pas beaucoup de sens, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, le bouclier tarifaire qui s'est appliqué exactement de la même manière pour Vincent Bolloré et pour une mère célibataire dans une passoire énergétique, et qui trouvaient que là, ils avaient fait une contribution qui allait bien, mais qu'ils allaient attendre avant de remettre à la poche. D'où l'importance d'avoir des projets politiques cohérents. Je vais faire la boucle avec mes licornes de tout à l'heure et votre question sur les municipales et les élections. Peut-être vous allez pouvoir vous rapprocher d'Enercop Bourgogne-Franche-Comté, super, qui est présente dans la salle. Et qui vient d'être créé parce que, à côté de vous, sur la même rangée, je vous mettrai en relation tout à l'heure si vous voulez,
Ophélie, si tu veux faire coucou, voilà. On relaie l'initiative du collectif pour la transition citoyenne qui s'appelle Mérimi, qui incite les gens à créer des listes citoyennes pour les municipales. On a vraiment un gros enjeu sur les prochaines élections municipales. Il est vraiment très important pour qu'on sorte du moratoire de fait sans rentrer dans un moratoire tout court, qu'on ait des élections qui ne placent pas l'extrême droite partout présente sur le territoire. Donc c'est super. Donc vous pourrez discuter avec Enercop sur comment soutenir votre liste. Et effectivement, le réseau Énergie Partagée est un très bon relais. Il suffit de les contacter sur le site. Mais via Enercop, vous allez pouvoir faire la mise en triangle. Et j'ai dit que je vous parlerai de licorne, je le fais maintenant. Antoine a dit, oui, mais Enercop, c'est bien joli, mais vous êtes 119 000 clients, ça suffit pas, on n'y arrivera à rien. 119 000, dont Antoine. Alors, j'ai envie de terminer avec les licornes. Je vous ai parlé d'une fée, ça fait bien la transition. À Enercop, on est à l'instigation de la création d'une alliance des licornes avec 2 O, qui est un rassemblement de coopératives de la transition. Pourquoi on s'appelle les licornes avec 2 O? Vous connaissez sans doute les licornes avec un seul O. Je ne parle pas de ces adorables petits animaux avec une corne sur la tête, mais je parle de ces horribles start-up non cotées en bourse et valorisées à des milliards d'euros. Il y a quelques années, on avait un ministre de l'économie et des finances qui avait une plume littéraire, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui voulait absolument qu'on multiplie le nombre de licornes françaises. Et nous, on était allés s'intéresser à mais qu'est-ce que c'est ces licornes? Qu'est-ce qu'elles font? Et on s'était aperçu que les licornes, elles sont essentiellement émettrices, pour beaucoup d'entre elles, très émettrices de gaz à effet de serre, et pour beaucoup d'entre elles, ne payent pas leurs impôts en France. Donc on s'était dit, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut pour l'économie française. Nous, on veut des licornes avec 2 O, des coopératives. Donc certes, Enercop tout seul est trop petit pour changer la donne, mais si on transformait toutes les entreprises capitalistes en coopératives en leur ajoutant un 2e O, qu'elles aient un petit peu moins la recherche du profit comme alpha et oméga de boussole et un petit peu plus la contribution à l'intérêt collectif, on arriverait sans doute à faire avancer les choses. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut jouer pendant les prochaines municipales de l'année prochaine et les présidentielles de l'année d'après. C'est un peu ça qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est ça. Ouais. Écoutez, merci à vous tous. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.